Bonjour à tous pour cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, enfin moins longtemps que la dernière fois. Mais voilà, ça fait un petit bout de temps et il est temps de refaire une petite vidéo parce que la situation s'est présentée. En effet, cette semaine a été une semaine assez particulière puisqu'il y a eu masse et encore une fois masse de sorties manga. Vraiment, il y en avait beaucoup. Honnêtement, énormément. Je suis sûr que forcément, une de vos séries que vous faites est sortie ce mois-ci. C'est pratiquement obligé tellement il y avait eu de sorties. Bref, dans toutes ces sorties, il y a eu au moins, au minimum, je les ai pas comptés exactement, mais il y a eu au moins une quinzaine de tomes 1. Ça veut dire de nouvelles séries. C'est énorme pour une seule semaine. Bref, vous l'avez compris, dans toutes ces sorties, dans tous ces tomes 1, il est temps que je vous présente celles qui m'ont marqué. On va se concentrer pas sur les séries qui ont déjà plusieurs tomes sortis. Vraiment, là, je vais vous présenter parmi tous les tomes 1 qui sont sortis cette semaine, ceux qui m'ont marqué parce que oui, j'ai absolument lu tous les tomes 1 de cette semaine. Bref, il est temps d'en parler des meilleurs, de ceux qui sont ressortis du lot. Mais d'abord, parce que on commence toujours une vidéo par une exception, parlons un peu du meilleur manga du moment. Beastar volume 5 est sorti cette semaine et c'est toujours aussi génial. Oh putain. Si vous n'avez toujours pas lu Beastar, il faut absolument que vous le lisiez, c'est génial. Et ce tome 5 continue à être aussi génial. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas vous spoiler, je vais rien dire. Comme d'habitude, c'est génial. Et revenons à vraiment la priorité de cette vidéo, vous présenter des tomes 1 que vous pourrez acheter soit demain, soit vous serez, ça se trouve, vous regardez cette vidéo pendant que vous êtes dans le train pour la Japan Expo. Ça peut peut-être vous donner des idées de quoi acheter. Bref, c'est parti pour les meilleurs top 1 de les meilleurs tomes 1 de cette semaine. On va commencer par un bon petit Furio. Et oui, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a parlé de Tokyo Revenger, du cas Tokyo Revenger et de sa traduction. Je ne sais pas ce que vaut la traduction de celui-ci, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est aussi un Furio, c'est la voix du tablier chez Kana. Alors, pourquoi la collection Big Kana? Je pense que c'est parce que c'est adulte, parce que honnêtement, le tome est pas big. Bref, la voix du tablier, on suit Tetsu qu'on voit là sur la photo, sur la vidéo, qui est un ancien Yakuza. Voilà. Et pourquoi c'est un ancien Yakuza et que j'ai fait un cri ultra raciste. Bref, c'est un ancien Yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. Oui, il s'est marié, il a trouvé le bonheur, ce bon vieux Tetsu, et c'est devenu un homme au foyer, puisque c'est sa femme qui porte la culotte, oui, qui porte la culotte, disons-le, et qui travaille. Et donc, ce Tetsu fait tout ce que ferait une femme au foyer. Mais c'est un ancien Yakuza, et vous comprenez le truc, on est sur un manga à vocation humoristique. Avant, c'est pas du tout un manga sur les Yakuza, c'est avant tout un manga comique, où on met en parallèle des situations ultra normales faites par un ancien Yakuza, donc un mec qui a l'air ultra menaçant et qui a des réflexes vraiment n'importe quoi, comme aller au magasin, se ramener avec une mallette en métal et parler comme si qu'il faisait une transaction de drogue. Bref, c'est très drôle, les situations sont très drôles généralement. Pour résumer, il n'y a pas d'histoire, c'est un chapitre, un gag. C'est un peu comme chez nous, comme dans le franco-belge avec les albums, une page, un gag. Là, on est sur un chapitre, un gag, en tout cas, un chapitre, une situation drôle. Et effectivement, ça l'est. Et pourquoi je vais pas m'étendre plus? Parce que
Décrire l'humour, c'est très difficile. Vous n'allez pas rigoler si je vous décris la situation. Il faut le lire pour le voir. Si vous avez l'occasion, lisez un ou deux chapitres dans vos librairies ou dans vos bibliothèques s'ils l'ont déjà. Pour le voir, ça vaut largement le coup. La voix du tablier, la voix pour être le meilleur mari au foyer, alors qu'on est un yakuza, un ancien yakuza avec tous ses tatouages et ses terres menaçants. Oh yeah. Hop, bim, rangé sur la pile, lu et approuvé. Bref, passons au prochain. Et quel prochain? Et quel prochain? Est-ce que vous vous rappelez d'une époque, d'une lointaine époque, où Berserk sortait régulièrement? Où il n'y avait pas à attendre 20 ans entre chaque tome. Non, vous vous en rappelez pas? Mais si, vous vous rappelez. Où... ah là là, Berserk sortait comme ça de façon régulière. Et si vous êtes quelqu'un de bien et qui a du goût, vous ne lisiez pas que Berserk. Il y avait aussi un autre manga qui faisait jeu égal avec Berserk. Oui, on va pas se mentir. Il faisait jeu égal avec Berserk. C'était aussi de la dark fantasy. C'était le magnifique, l'incroyable, l'exceptionnel, l'inoubliable Claymore. Claymore, ce manga incroyable, ce manga de dark fantasy qui était... Je crois que c'est à peu près les mêmes dates. Dans mon esprit, en tout cas, c'est les mêmes dates que Berserk. En tout cas, pour ma part, j'ai découvert Berserk et Claymore en même temps. L'un s'est terminé, Claymore, d'une façon magistrale. C'est un super manga. Si vous avez l'occasion de lire Claymore, lisez Claymore. Bref, ce n'est pas que pour vous faire lire Claymore. Bref, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de l'auteur de Claymore. Et il revient. Il revient à la manière d'un Boichi. Et oui, Boichi, cet homme, ce surhomme, ce sur-mangaka qui est passé donc du hentai, et puis après il est passé au seinen, et puis maintenant il fait un shonen avec Dr. Stone, vraiment. Et bah là, l'auteur de Claymore nous fait aussi une bocchi en passant avec son Claymore, qui était de la dark fantasy, qui était du seinen, il passe au shonen avec Ariane Tête. Oh putain, je prononce mal. Ariane Den. Putain, je prononce mal, mais ça vaut tellement le coup, ce manga. Ah, ce tome 1 est très réussi. J'avais très peur, parce que passer du seinen au shonen, c'est quelque chose de compliqué. Mais l'auteur de Claymore réussit son pari, en tout cas avec ce tome 1. Est-ce que la série va dégénérer, il va devenir un shonen lambda sans âme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très réussi ce tome 1. Pour l'occasion, l'auteur radoucit son trait. On reconnaît l'auteur, on reconnaît qu'on est sur l'auteur de Claymore, mais clairement, comparé au dessin de seinen, de dark fantasy qui nous avait habitués, et ben là on est clairement sur un dessin. Il a shonenisé, je sais pas si on peut dire ça, il a shonenisé son trait de dessin, mais ça rend très bien. Alors, de quoi ça parle qui donc, Ariane D? Eh ben c'est simple, on va suivre le jeune Lachil, qui est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus lambda, comme dans tous les shonen, hein. Il a l'air puissant, mais sans plus, voilà, on se dit, mais qui est-il? Mais c'est un héros de shonen, donc il croit en la force de l'amitié, il croit en la famille, bref, il est ultra positif, un peu concon, on va pas se le cacher. Et un jour, alors qu'il chassait en forêt, il rencontre la belle Lena. Lena qui a des bottes en fer. Des bottes en fer, on les voit un peu mieux là. Tac. Ces bottes là, elles semblent en fer. Et au moment où Lena enlève ses bottes, elles s'envolent. Elles s'envolent. Alors là, mais que se passe-t-il? Eh ben, il se passe que la belle Lena est atteinte d'une maladie. De la maladie de l'ange qui fait que les personnes qui sont les jeunes filles pures, c'est important, qui sont atteintes de cette maladie de l'ange s'envolent vers les cieux. Et évidemment, vous en doutez, c'est pas du tout la vérité. L'Achille est un peu concon, comme je vous l'ai dit, et croit cette version, sauf qu'en fait, Lanette, sans vous spoiler, puisque honnêtement c'est le début du manga, est en fait habitante d'une île qui flotte, et cette île a la particularité d'attirer ses habitants. Ça veut dire que si ses habitants s'en vont de l'île volante, de cette île volante, ils sont
rattirés par cette île, et donc forcément on a l'impression qu'ils s'envolent vers les cieux, mais en fait ils sont attirés par cette île volante. Bref, Lena est la princesse, l'une des princesses de cette île. Elle s'est enfuie parce que honnêtement, elle voulait pas d'un mariage forcé. En plus, elle est attirée par le monde du dehors parce qu'elle est enfermée dans cette île volante où il ne se passe rien et elle a envie de découvrir ce monde. Et donc, elle embarque Daishel dans cette aventure. Ils vont être poursuivis évidemment par les gardes du royaume de l'île. Mais notre cher Lachil cache un petit secret. Eh bah oui, c'est un héros de shonen. Il lui faut une puissance. Il lui faut une puissance cachée, un destin tragique. Et bah il l'a. Il l'a, étant donné que c'est un humain génétiquement modifié, on peut dire. C'est une ancienne arme. Il a été créé en tant qu'arme. Il contrôle la lumière, les photons. Et donc, il a cette puissance de contrôler les photons. La plupart de ses semblables ont été tués lors de la dernière guerre, à la fin de la dernière guerre, parce que, je me rappelle, ils servaient plus trop ou ils se sont révoltés. Je crois qu'ils servaient plus trop, bref. Lui est l'un des derniers survivants de cette race créée pour la guerre, qui contrôle les photons. Et donc, on se doute évidemment que les deux histoires vont se mélanger à un moment donné. Mais bref, j'ai hâte de découvrir leur aventure à eux deux. C'est extrêmement bien rythmé, ce tome est extrêmement bien rythmé. Il y a du shonen, on sent qu'on est dans le shonen, mais quand même, il y a une pointe d'originalité qui fait plaisir. On est avec un dessin qui nous rappelle les plus belles heures de Clémor. Non, pas vraiment, puisque comme j'ai dit, il est shonenisé, mais ça nous rappelle, on reconnaît le trait, donc on se rappelle de Clémor. Et rien que pour ça, c'est incroyable. Bref, c'est un bon tome 1. Espérons que l'auteur puisse amener son histoire assez loin, amener de nouvelles choses, qu'il amène quelque chose de son expérience avec les morts. Bref, j'ai beaucoup d'espoir. Et j'ai dit beaucoup trop le fois. Bref. On va passer au suivant pendant que celui-ci est rangé sur la pile des lus et approuvés et elle commence à être énorme et l'étagère ne va pas soutenir le poids. On part sur Hit Score Girl. Oh yeah. Hit Score Girl, et bah si vous suivez mon Twitter où je poste des mini vidéos, des mini reviews de tomes, vous avez déjà croisé l'auteur, puisque c'est aussi l'auteur d'un tome 3 que je vais avoir là sous la main. Il est où? Où es-tu passé? Ah merde. Ouh. Ah ah. Ah, les piles comme ça. Non mais t'es pas dans la pile lu, t'es dans la pile à lire, t'es le 3e tome. Bah putain. Ah là là, c'est le bordel. Oui, je vous fais profiter du bordel. Ah mais il est en bas? Non. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas ça. Mais il est où? 2 secondes. Je vous mets en pause, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Bah non, laissez la vidéo tourner. Merde, je vais pas me lever parce que j'ai pas de pantalon. Où est-ce que j'ai fait tomber cette connerie? Bah alors ça c'est fort. Ah mais le voilà! Il était pas dans la bonne catégorie. Il était dans les lus alors qu'il devrait être dans les à lire. Bref, c'est le bordel. Les piles sont complètement mélangées. Il va falloir revoir ça. Ok, c'est l'auteur de Bip Boy dont je vous avais parlé, qui nous raconte sa jeunesse de fanat de jeux vidéo. Et bah là, il a une série fiction qui s'appelle It's Called Girl, qui est excellente, où il reprend la vie d'un jeune accro aux jeux vidéo dans les années 90. Waouh, en fait, pratiquement on peut dire qu'il met en... Là, c'est le documentaire, et là, c'est la fiction. Il met en fiction un peu son enfance. C'est pas complètement autobiographique, hein, puisque le héros n'est pas lui, mais quand tu lis Bip Boy, tu sens que le héros de It's Called Girl, Haruo, est très fortement inspiré de lui-même quand il était enfant. Bref, c'est un excellent premier tome. Haruo, il est fort en jeu vidéo, il est très très fort, il marave la gueule de ses camarades dans les années 90 à Street Fighter 2.
Il est très puissant, jusqu'à ce qu'il se prenne une branlée, mais une branlée monumentale par cette jeune fille. Cette jeune fille qui est ultra riche, et donc, purée, pourquoi je me rappelle Akira, voilà. Akira qui est ultra riche, et qui est ultra puissante aux jeux vidéo aussi, et il se prend sa misère, il est extrêmement vexé, et va évidemment se créer une relation entre les deux, même si Akira est extrêmement timide et extrêmement puissante, forte, ultra forte face à lui, et elle le frappe, mais à chaque fois, des fois ils jouent ensemble, ils jouent par la force des choses en coop, et à chaque fois qu'il fait un mauvais move, quoi, il se fait frapper réellement. Bref, c'est à la fois drôle, c'est à la fois touchant, c'est à la fois pareil que BB-Boy, un témoignage d'une époque. Le manga, d'après les dires du truc, c'est une série en 10 tomes, donc déjà c'est fini, va aussi évoluer un peu en romance. Le jeu vidéo va se mettre un petit peu plus en retrait. Dans le premier tome, il est très présent. Et je vous invite, si vous voulez pas faire entièrement la série, à au moins lire le premier tome. Il vaut largement le coup en lui-même. En plus, il y a une pseudo-fin à la fin de ce tome 1, donc il peut se finir, il est suffisant en lui-même. Mais bon, pour une série de 10 tomes, honnêtement, qui va être, je pense, excellente. En tout cas, ce tome 1 commence très bien. Le jeu vidéo, la façon de penser des jeunes à cette époque, des jeunes quand t'es joueur de jeux vidéo est très bien retransmise. Le pourquoi aussi les jeunes jouent aux jeux vidéo. Bref, c'est un très bon manga, c'est très divertissant, c'est très drôle, c'est aussi très touchant, parce que évidemment Akira ne joue pas aux jeux vidéo pour les raisons les plus joyeuses du monde. Bref, c'est pas complètement malheureux, mais c'est pas complètement la joie non plus, quoi. Je vais pas vous spoiler. Mais voilà, un bon manga pour... Comme BB-Boy, en fait. Si vous êtes fan de jeux vidéo, bah, vous n'avez pas trop le choix, en fait. Vous devez lire ces deux mangas. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Si dans la rue, je vous croise et que vous me dites je suis fan de manga et de jeux vidéo et que je vous dis ah ouais, t'as lu BB-Boy, It's Call Girl et que vous me dites non, et bah je considérais que vous n'êtes pas vraiment fan de jeux vidéo et de manga. Voilà, c'est tout. À un moment donné, il y a des obligations. Vous avez lu Voltaire, Molière à l'école. Si vous voulez avoir un minimum de crédibilité dans le monde du jeu vidéo et du manga, il faut avoir lu BB-Boy et High Score Girl. Voilà. C'est pas... En réalité, c'est pas forcément ultra obligatoire, mais quand même, les mecs, si vous avez vu cette vidéo et que vous avez pas lu... Enfin, et que au bout d'un moment, ces deux livres ne sont pas sur votre liste de à lire, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans de jeux vidéo et de manga, c'est tout. Faut au moins qu'ils soient sur votre liste à lire. Voilà. Bref, là, on est sur les mangas qui m'ont mis des claques, mais c'était attendu. Je veux dire, je savais que ces mangas allaient sortir, que ces tomes 1 allaient sortir. Pour certains, je les avais déjà lus en scan. Donc, il n'y avait pas de surprise sur le fait que j'allais kiffer ma race. Ou au moins, tu vois, Ariane, hop, voilà, tac, Ariane D. Ah, putain, j'arriverai jamais à prononcer par contre hein, le nom. Ariane D, j'avais pas lu en scan, je savais juste que c'est l'un de mes auteurs favoris. Je me suis dit, il y a peu de chances que je kiffe pas, et effectivement, c'était bien cool. Et objectivement, hein, même si on vous connaissait pas Claymore, c'est un très bon shonen en lui-même. On peut, si je le juge pas en tant que œuvre de l'auteur de Claymore, mais en tant que shonen, ça reste un très bon départ, un très bon tome 1. Bref, voilà, ça c'est des trucs assez attendus. J'aurais été déçu d'être déçu, quoi, en fait. Moi, vous m'avez compris, vous voyez, j'avais des attentes envers ces mangas et ils les ont réussi. Ces attentes étaient là et c'est cool. Maintenant, on va passer à un manga que je savais pas qui sortait, que je savais pas ce que c'était, que je sais pas si l'auteur a fait autre chose. Bref, un truc que j'ai lu parce que c'était un tome 1 et parce que je me suis dit je vais lire tous les tomes 1 qui sortent cette semaine. Et il m'a foutu une claque. Et il arrive dans cette vidéo. Et il est très bon. C'est la petite pépite imprévue qui arrive.
Et c'est génial, c'est pour ça qu'on lit du manga, c'est pour ça qu'on regarde des œuvres culturelles, les gens qui sont fans de cinéma aussi, c'est la même chose, les gens qui sont fans de littérature, ils sont là pour trouver cette pépite qu'ils attendaient pas et qui leur fout une claque monumentale. Bref, c'est cette claque que je vous propose avec Harmonie. Et oui, le titre est simple, mais je vous jure que c'est très bon. On va suivre la jeune Tuan. Tuan, mince, hop, je m'habituerai jamais. Tuan, là, la jolie rousse, là, qui est là. Tuan est membre de l'organisation, je sais plus comment il s'appelle, l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez me dire, c'est cool d'être membre de l'organisation centrale de l'organisation. J'ai du mal à parler dans cette fin de vidéo. L'Organisation mondiale de la santé. C'est un beau truc. Je pense que vous connaissez cette organisation. C'est une organisation liée à l'ONU. Vous dites, c'est une bonne organisation qui sert à protéger les gens des maladies. C'est génial. Elle travaille dans un environnement extraordinaire. Si je fais tout ce pataquès, c'est que vous vous doutez bien qu'il y a un truc qui cloche. Et oui, on est dans le futur. Et dans ce futur, l'Organisation mondiale de la santé est devenue une organisation légèrement, complètement, incroyablement tyrannique. Et oui, il contrôle le monde et le contrôle bien, de façon extrêmement didactique. Ce mot va être compliqué à prononcer pour moi là. Il fait trop chaud dans cette... Et en plus j'ai éteint le ventilo, bref. Dictateur... Le mot ne peut même pas venir. Bref, c'est une dictature dirigée par l'Organisation mondiale de la santé. Tuan fait partie de cette organisation, mais c'est pas le meilleur élément. Je vous explique. L'Organisation mondiale de la santé a créé, après une sorte de chaos, des bombes nucléaires ont explosé, bref, des guerres ont explosé, éclaté, ont carrément bien mis à mal la Terre, et les humains ont décidé de se dire la vie c'est peut-être sacré. Ils se sont dit la vie c'est peut-être sacré au point de glorifier la bonne santé, mais à un niveau incroyable. En fait, ils ont voulu créer une utopie autour du bien-être, autour de la santé, au point qu'ils s'injectent des nanomachines qui vérifient l'état de leur santé constamment, et ces nanomachines sont constamment connectées à des ordinateurs centrales, donc le gouvernement, le pseudo-gouvernement sait ce que votre état de santé constamment, et donc évidemment il y a des classements, il y a des trucs, bref. De l'extérieur, vu comment c'est présenté de l'extérieur, on pourrait penser que c'est une utopie. Une utopie, évidemment, quand tu rentres dans les détails du truc, dans la vie du truc, on a affaire à deux catégories de personnes, dans les personnes qui sont liées, qui sont sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, les moutons et les gens qui vivent mal la dictature, qui est pas présentée comme une dictature, puisque ils veulent votre bien-être constamment, votre bien-être. On ne veut pas de différence entre les gens blancs, noirs. Ils ont éradiqué le racisme, hein, ça c'est cool, effectivement. Mais c'est fait d'une manière que ça écrase l'originalité d'un individu. Je dis pas que les racistes sont des gens originaux. Hein. Je dis que en tuant, ils ont réussi à tuer le racisme, mais il aurait fallu s'arrêter là, quoi. Et en fait, ils se sont pas arrêtés là et ils ont tué aussi tout ce qui faisait les particularités, l'originalité d'un individu. Bref, sous cette pseudo-utopie, tous les pays ne sont pas sous cette égide de l'Organisation mondiale de la santé, évidemment. Il existe encore quelques conflits, et maintenant l'Organisation mondiale de la santé est un peu devenue l'ONU, quoi, à absorber l'ONU et à ses propres mercenaires, enfin sa propre armée, pour intervenir dans les conflits mondiaux. Bref, on va retrouver donc Tuan, qui fait partie de cette armée et qui n'est pas la personne la plus en phase avec cette utopie. Elle a fait une tentative de suicide quand elle était jeune.
Elle déteste Tokyo et toutes les villes qui sont sous l'égide de cette organisation, hein. Elle se sent étouffée, elle le vit très mal. Bref, donc elle fuit vers les conflits internationaux pour mieux vivre, pour essayer de mieux vivre sa vie. Sachant qu'en plus, dans ces conflits, elle peut se avoir évidemment faire du trafic, faire du marché noir, de cigarettes, de cigares, d'alcool, des choses qui sont évidemment mauvaises pour la santé, donc interdites dans les pays où l'Organisation mondiale de la santé est au pouvoir. Et donc elle fait son trafic tranquille. Bref, comme d'habitude, ça se passe mal. Elle se fait repérer par sa hiérarchie dit on peut pas se le permettre, on est les gentils, faut pas que ça se sache, faut pas que ça sache que nos soldats pas se droguent, mais prennent des mauvaises habitudes, boivent et fument. Bref, on va étouffer l'affaire. Et on va aussi te faire en sorte que tu aies une bonne grosse punition. Qui consiste pour elle à retourner à Tokyo, un environnement qu'elle déteste. Donc elle retourne à Tokyo et elle retrouve une de ses camarades de classe. Enfin, oui, une de ses camarades de classe avec qui elle a fait sa tentative de suicide. On sent qu'il y a un truc qui cloche, honnêtement. Et pendant le repas, cette camarade de classe se suicide juste en face d'elle. Alors que absolument rien ne le prévoyait, puisque même à ce moment-là, elle avait proposé à Tuan que Tuan emménage chez elle, puisque Tuan venait de revenir de l'étranger et elle n'avait pas d'appart. Bref, Tuan, après avoir hésité, avait dit oui et tout ça, et là, elle se suicide sans raison apparente. Vous allez me dire, elle avait déjà fait une tentative de suicide. Oui, mais je vais pas vous spoiler pourquoi les deux avaient fait une tentative de suicide. C'est aussi un truc qui va arriver dans l'histoire, mais c'est très beau, c'est à lire. C'est une autre phase de l'histoire que je vous laisserai découvrir vous-même. Bref, cette tentative de suicide, évidemment, est un choc pour Tuan, et elle décide, évidemment, d'enquêter dessus. Sauf que, elle est mise à pied. Hein. Elle est retournée à Tokyo parce qu'elle était mise à pied, parce qu'elle est trafiquée. Bref, évidemment, sa supérieure vient lui dire t'es mise à pied, t'as pas le droit d'enquêter. Et là, évidemment, Tuan sort un bon gros. Et bah c'est simple, si j'ai pas le droit d'enquêter, je vais aller voir les journalistes, parce que oui, les journalistes ont encore un pseudo-pouvoir dans ce truc. En tout cas, de toute façon, Tuan étant gradée, pas mal, elle peut accéder à des moyens de communication vers la populace assez importants. Et elle dit à sa supérieure, et bah c'est simple, si j'enquête pas, et bah je révèle que votre armée se fume, boit, se drogue, bref, fait des trucs qui sont normalement interdits. Donc là, la supérieure dit merde, j'ai en plus en disant et je dirais aussi que vous avez tenté d'étouffer l'affaire. Bref, la supérieure dit ok, t'as 5 jours pour enquêter, et ça, c'est la fin du manga. Je vous ai complètement spoilé une partie du manga, à part la tentative de suicide qui va être la tentative de suicide dans sa jeunesse, qui va être hyper importante pour le reste de l'histoire, pour comprendre la psychologie de Tuan, évidemment. Bref, on va suivre cette enquête dans les prochains tomes, mais ce tome 1, mais il est fou parce que, vous savez, toute la partie sur la tentative de suicide dans sa jeunesse, elle est expliquée, c'est le cœur du tome 1, et c'est incroyable, c'est un manga psychologique incroyable, c'est des personnages incroyables, c'est une situation qu'on n'a pas vue souvent, honnêtement, cette utopie-dystopie, oui, c'est à la fois une utopie et une dystopie, c'est incroyable, mais oui, ouais, on peut te dire ça, je pense, hein, que ce manga nous présente une utopie qui est en même temps une dystopie. Bref, ça va être incroyable. Ce manga, s'il continue sur sa lancée, ça va être incroyable. Alors, je reviens là. Je mouline vers l'arrière. Pourquoi je dis que c'est à la fois une utopie et une dystopie? Je me dirais si c'est une dystopie, c'est une dystopie et il n'y a pas vraiment d'utopie. C'est parce que le fonctionnement de ce monde de l'Organisation mondiale de la santé marche pour plein de personnes dans ce monde, c'est réel. Ils ont vraiment atteint un stade d'utopie. C'est pour ça que c'est à la fois le monde présenté est à la fois une utopie et à la fois une dystopie, parce que
il est pour certaines personnes une dystopie, mais il est pour d'autres personnages une réelle utopie. Ils pensent réellement avoir atteint quelque chose d'incroyable. Et ils se sentent bien là-dedans, vraiment de façon sincère. Bref, c'est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, quand sa copine se suicide devant elle, elle enquête pas que sur le suicide de sa copine, puisqu'évidemment, c'est important à le dire, et je sais pas pourquoi je l'ai dit, j'ai oublié de le dire, il y a une vague de suicides. Sa copine se suicide en même temps que 6000 personnes qui font une tentative de suicide, plus 2000, dont 2000 qui réussissent, et les autres réussissent presque et sont généralement dans un état très grave. Bref, ça s'inscrit dans une vague de suicides, c'est pour ça que le suicide de sa copine est aussi étrange. Hein. Bref, c'est incroyable, ce manga est incroyable, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, c'est fou, mais j'espère que, honnêtement, j'espère vous avoir fait découvrir des choses, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez tenté le coup de la regarder jusqu'au bout. Bref, portez-vous bien, lisez bien, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les mangas que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Au revoir à tous, à une prochaine fois.